pourrait être pas mal peut-être de faire ça avec... Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Encore beaucoup d'inscrits et déjà pas mal de monde en ligne. Donc merci d'être présent pour le live. Donc on est ensemble pour 45 minutes pour parler d'IA et de sujets d'actualité et surtout vous partager des conseils pratiques pour aider les directions à passer à l'échelle pour mettre en place l'IA dans les organisations. Et ben, rebonjour Mathis. Rebonjour Simon. Donc je me présente, Mathis Bourriaud, je suis consultant en IA générative chez Isatech, filiale du groupe Dimood, et donc j'accompagne des entreprises sur justement l'accompagnement et le déploiement de solutions d'IA générative au sein de leur entreprise, et je laisse Simon se présenter. Merci. Donc Simon Levaillon, responsable produit chez Isatech, également groupe Dimood, depuis 9 ans maintenant, et ce qu'on va vous partager là sur les quelques minutes à venir, c'est basé sur notre expérience d'accompagnement d'entreprise, donc PME, ETI, sur la mise en place et puis aussi l'organisation sur l'arrivée des IA génératives dans les entreprises. Et donc, on va tenter de vous aiguiller sur les bonnes questions à se poser, les bonnes décisions à prendre aussi, en mixant à la fois des éléments pragmatiques et quelques exemples aussi de produits. Bon, de toute façon, Mathis, tu détailles le déroulé. Oui, donc aujourd'hui, pendant ces 45 minutes, on va essayer de vous expliquer le pourquoi on va parler d'IA aujourd'hui, pourquoi agir maintenant, quelles sont les décisions clés qu'une direction peut prendre en fait pour réussir à déployer ces solutions embarquées au sein de leur entreprise. On va également vous présenter un retour d'expérience qu'on a réalisé avec Simon, et enfin on vous présentera un outil d'IA générative. Et donc, on va commencer par pourquoi agir maintenant. C'est ça. Qui enchaîne, Mathis ? Exactement. Donc, comme vous le savez, l'IA est omniprésente depuis ces 2 dernières années avec l'essor de ChatGPT. Donc, on va essayer de répondre à cette question du pourquoi, du comment. Juste, Simon, je me permets, est-ce que ça te dérangerait pas de couper ton micro ? Ah oui. Merci. Donc le pourquoi c'est nécessaire d'agir, pourquoi maintenant, et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA générative plutôt que de foncer tête baissée sur ces sujets. Donc je souhaitais vous partager quelques métriques importantes publiées par différentes études. Donc je souhaitais vous partager une des études présentées par la BPI en 2025 qui présentait justement que les PME, TPE en France utilisaient déjà l'IA générative. Donc ce n'est plus un effet de mode, hein, ça y est, c'est ancré dans les usages au quotidien professionnel, et la stat est de 31% parmi ces entreprises. On a également repris une étude de Boston Consulting Group qui date de 2024, qui justement montrait en fait le pourcentage d'utilisateurs qui déclaraient utiliser l'IA générative au travail, et ce qui est assez intéressant avec la dernière statistique publiée par le Work Trend Index, c'est que parmi ces 43% d'utilisateurs, 80% en fait des utilisateurs apportent eux-mêmes leurs outils d'IA au travail. On perçoit en fait justement un changement de tendance, où avant en fait c'était les entreprises qui fournissaient des outils et que les collaborateurs ramenaient dans leur cadre personnel, et aujourd'hui en fait cette tendance tend à s'inverser, où en fait les collaborateurs apportent eux-mêmes leurs outils. Bien évidemment, cette approche en fait elle peut mettre en péril les données de l'entreprise, parce que ça peut créer des problèmes de confidentialité et de sécurité de la donnée. À côté de ces grandes études qu'on vient de vous présenter, on souhaitait en résumer ce que nous, on a pu entendre et comprendre au quotidien auprès de nos clients, PME et ETI en France. Les attentes, elles vont être multiples
bien évidemment. Les clients, ils se posent des questions sur les évolutions, comment on peut anticiper justement cette nouvelle tendance, cette nouvelle essor pour se projeter, en essayant de comprendre les investissements, combien ça peut me coûter en fait de déployer ces solutions dans mon entreprise. Qui dit investissement dit maîtrise des risques et des budgets. Comment on fait justement pour avoir une solution qui est sécurisée dans mon environnement, comment je fais pour responsabiliser mes collaborateurs et comment j'identifie en fait justement ces potentielles barrières à l'entrée. Il y a également un sujet de création de valeur pérenne. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'IA générative n'est plus un effet de mode, c'est un point de bascule. Aujourd'hui, tout le monde a déjà, je pense, utilisé un modèle d'IA gratuitement sur Internet. Je prends l'exemple de ChatGPT qui est disponible aujourd'hui pour tous, mais également pour vos collaborateurs, vos clients et également vos concurrents, ce qui peut impacter donc votre entreprise. Pour les plus avancés également, il va y avoir des questions sur le retour sur investissement et l'adoption de ces solutions. Comment est-ce qu'on va garantir que mes utilisateurs, mes collaborateurs vont utiliser les outils sur lesquels on a décidé d'investir. Et enfin, l'objectif final d'une entreprise, c'est d'aligner leur stratégie avec cette nouvelle tendance qui est l'intelligence artificielle générative, avec leur objectif, parce que on peut avoir des objectifs liés à la vente, par exemple, plus de ventes, plus de prospects. Donc savoir comment on peut réussir par exemple à gagner du temps sur des tâches quotidiennes liées à la vente. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'attentes des entreprises par rapport à l'IA et l'IA générative, et que notre rôle, à Simon et moi-même, ça va être justement d'apporter de la clarté, des ordres de grandeur et des solutions concrètes pour justement transformer ces attentes en résultats tangibles. Merci Mathis pour cette intro. Et donc, et pourtant, comme tu le disais, en effet, il y a énormément d'attentes. Il y a un discours là depuis 2 ans et demi qui est omniprésent, où avec parfois on parle de développement un peu d'une pensée magique, c'est-à-dire finalement tout est faisable. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'il est possible de faire et ce que les éditeurs sortent, c'est surprenant et même très surprenant. Mais en attendant, dans les organisations, on a encore beaucoup de mal à démontrer la viabilité, ou en tout cas le retour sur investissement des projets de mise en place d'IA générative. Là, je vous partage on ne va pas les prendre tout en détail, mais quelques études. Alors, cet été, là, le MIT, on a ressorti une qui a été reprise pas mal dans la presse, y compris grand public, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière cette étude du MIT, il y en a un certain nombre d'autres, parfois un peu plus anciennes, qui vont globalement toutes dans le même sens, qui est que démontrer le retour sur investissement et la rentabilité financière des projets d'intelligence artificielle générative dans les organisations, on n'a pas encore la recette miracle. Alors, on a quelques idées quand même, mais c'est encore difficile de trouver des organisations qui parviennent clairement à être rentables grâce à l'intelligence artificielle générative. Bon, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais je vais donner quand même des pistes pour la suite. C'est important quand même de contrebalancer ce discours pro-tech et ce discours qui nous laisse croire que tout est possible et tout est réalisable. Je vais reprendre un peu plus en détail là, cette étude du BCG, donc de l'année dernière, et en se basant sur plusieurs milliers d'entretiens un peu partout dans le monde, ce que montre en fait le BCG, c'est que déjà, alors eux, ils ne sont pas sur 5%, ils estiment que c'est à peu près un quart des entreprises interrogées qui parviennent à dégager des nouveaux revenus grâce à l'IA, donc c'est ce qu'ils appellent les leaders. Donc l'idée, c'est de s'inspirer des bonnes pratiques de ces leaders. Et le fait surprenant, c'est qu'en fait, ces leaders, ce sont étonnamment pas des sociétés qui ont principalement investi dans la tech, mais ce sont des sociétés qui, dans le contexte de leur projet IA, investissent majoritairement dans leurs équipes et dans leurs processus. Donc ça, c'est le 70% là, qu'on a équipe et processus. Donc ça correspond finalement à la part de budget. Et donc c'est vraiment une tendance de fond qui est de dire, si on veut qu'un projet IA fonctionne dans son entreprise, il est important d'embarquer les équipes, les processus
et d'investir dans ce sens. Donc, la dimension utilisateur, hein, elle est clé de toute façon pour tous les projets informatiques, mais encore plus sur les projets IA. Alors, bien évidemment, ça s'adapte toujours aux différents contextes de taille d'entreprise, d'activité, d'historique, tous ces éléments-là, mais c'est quand même une tendance de fond qui est corroborée par plusieurs études. En fait, il faut prendre en compte hein, vraiment le rôle de l'utilisateur, même si on a parfois tendance à l'oublier, dans les organisations. Finalement, l'IA, pourquoi faire? L'IA sert à quoi? Il faut aussi assez facilement, régulièrement se mettre à la place des utilisateurs auxquels on pense, des utilisateurs à qui on destine aussi la mise en place d'un système à base d'intelligence artificielle. Et en fait, ces utilisateurs, ils doivent faire face à un certain nombre de paradoxes. Et par exemple, le premier paradoxe, c'est que si on a en fait un professionnel sur deux qui se dit inquiet sur le fait de voir finalement une IA remplacer son emploi, là encore, il suffit de voir un peu les dernières annonces, je dirais, business pour comprendre l'inquiétude qui est tout à fait légitime. Mais en même temps, 70% disent que bien volontiers, ils délégueraient des tâches à une IA pour réduire leur charge de travail quotidienne. Donc d'un côté, on voit une technologie qui arrive qui est prometteuse, mais en même temps, pour le dire de façon assez simple, potentiellement, c'est aussi une technologie qui peut faire qu'on me mette à la porte ou qu'on me mette au placard ou qu'on me dise merci. Donc forcément, de là, on peut imaginer des situations où quand on vous donne un outil qui potentiellement va vous faire perdre votre job, vous n'avez peut-être pas forcément envie de démontrer que vous n'allez pas avoir de bons a priori là-dessus. Bon. Après, le sujet, en fait, il est prégnant parce que c'est une peur, il faut vraiment le prendre en compte. Néanmoins, si on regarde, on a repris les propos de Ian Ferguson, le directeur scientifique du programme Laboria, là, qui dit finalement l'enjeu, il n'est pas tellement sur le fait que l'IA va remplacer des métiers. D'ailleurs, c'est quoi la définition de métier? Est-ce que c'est simplement la succession d'une tâche? Non, en fait. Mais c'est surtout que ces métiers vont être transformés par l'IA. Donc, il faut accompagner ces professionnels dans la nouvelle définition de ce que va être leur métier demain et de comment leur métier va évoluer. Donc, normalement, si on est bien synchro, ma collègue devrait vous repousser un nouveau questionnaire là-dessus. C'est lui qui a envoyé. Quand on prend, merci, quand on prend ces éléments, là, l'idée c'est vraiment de pouvoir maximiser les succès. Donc là, c'est toujours issu du programme Laboria qui sont basés sur des... Tout à l'heure, on avait une étude qui était internationale. Là, on est vraiment sur des études au long cours françaises. Et ce qui ressort, c'est vraiment de partir du travail réel, essayer d'imposer à des collaborateurs des nouveaux outils qui vont mieux bosser qu'eux à leur place. Ça risque de mal se passer. Donc ça, c'est le premier élément d'intégrer, à partir du travail réel, c'est vraiment prendre en compte le quotidien des collaborateurs, le quotidien des équipes opérationnelles sur le terrain, être aussi dans des logiques de co-conception. Donc c'est une façon justement d'intégrer à partir du travail réel. Finalement, c'est les personnes les plus directement concernées qui savent le mieux de quoi elles ont besoin. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure, 70%, elles sont prêtes à confier à une IA des tâches des tâches qui pour elles sont problématiques. Troisième point, clé encore, c'est de sécuriser les travailleurs. Forcément, si ils se doutent ou ils comprennent qu'à un moment, on est en train de mettre en place un outil qui fait que demain, on va les remercier, ça risque là aussi de mal se passer. Et puis, deuxième élément aussi, alors même si, quatrième élément, même si il ne s'agit pas de rentrer dans le détail de la technicité de comment fonctionnent les IA, de comment on les produit, de comment on les adapte, il est important aussi de fournir une explicabilité située, c'est-à-dire éviter ce qu'on appelle l'effet boîte noire, en disant, on pose une question et puis on verra bien ce qui sort. Donc, dans les contextes d'entreprise, il est important de donner les grandes lignes, les grandes règles qui sont utilisées par les IA pour produire ce qu'on leur demande de produire.
Merci Simon pour ces superbes explications pour justement maximiser, on va dire, les succès de déploiement d'intelligence artificielle dans les entreprises. Et donc là, on va vous présenter maintenant les 3 décisions clés justement pour une entreprise pour la diriger avec cette nouvelle solution d'intelligence artificielle. Donc, on va vous présenter 3 déterminants pour 3 décisions pour une direction. Le premier déterminant, ça va être le bénéfice pour l'entreprise, donc forcément créer de la valeur. Le second, ça va être la prise des risques, c'est comment on va réussir à maîtriser ces risques et à sécuriser en fait les usages de nos collaborateurs. Et enfin, le dernier sujet, c'est comment on va réussir à embarquer les équipes, comment on va réussir en fait à ce qu'ils adoptent ces nouvelles solutions avec la conduite du changement. Tu as oublié d'activer ton micro, Simon. Là, ça va être mieux. Donc, je vais reprendre le premier point là, sur la création de valeur. Avec l'arrivée des IA génératives accessibles très largement, forcément, c'est revenu un peu distribuer les cartes parce que là où, dès qu'on voulait lancer des projets d'IA, il fallait se lancer dans des projets longs, coûteux, des investissements importants. Là, en fait, il se trouve qu'on a maintenant des outils qui permettent qui sont disponibles sur étagère, comme on dit, et qui vont surtout nous apporter une productivité directe. Alors, c'est important de ce tableau-là de comprendre comment il peut nous aider à structurer finalement la mise en place d'une stratégie de déploiement d'IA en entreprise. Et donc, ce qu'on propose, c'est vraiment d'identifier ces 3 niveaux en se disant, et ça, c'est la nouveauté amenée par ChatGPT, Claude Mistral et ainsi de suite, c'est l'incidence de ces modèles d'IA générative sur la productivité individuelle. Donc là, comment on va, sur des tâches courantes, je sais pas, répondre à un email, analyser un document, faire une recherche d'information, bref, tout ce que finalement beaucoup de professions, beaucoup d'entre nous avons à faire au quotidien, on se rend compte que ces outils disponibles sur étagère peuvent nous aider beaucoup dans des tâches vraiment très basiques. Donc ça, c'est la nouveauté. Après, deuxième niveau, là, on rentre un petit peu plus dans la complexité, c'est de se dire comment l'IA va pouvoir nous aider aussi sur des fonctions de l'entreprise. Donc là aussi, si on est sur des fonctions un peu génériques, je sais pas, on pense à un service client ou on pense à une activité de commerce ou même l'activité de production ou ce genre de choses qui sont quand même standardisées, mais par contre qui vont demander à aligner des silos organisationnels, qui vont demander aussi de la négociation, du travail sur de la définition de processus. Là, on va être sur le deuxième niveau. Et troisième niveau, voilà, c'est l'IA comme un élément, comme un différenciateur stratégique, l'IA qui va me permettre vraiment de me démarquer de mes concurrents. Donc là, sur ce troisième niveau, on est plutôt sur des modèles uniques dans lesquels on va vraiment construire son propre algorithme, entraîner son IA sur ces données spécifiques pour avoir finalement une réponse unique et spécifique à son métier à chaque fois. Donc, bien évidemment, ces 3 niveaux, ils vont aussi correspondre à une profitabilité différente, mais aussi à un ticket d'entrée qui va être différent. Comme je disais, sur le niveau de la productivité individuelle, en fait, il suffit. On va activer des outils d'IA générative dont on a déjà parlé. Le deuxième, l'investissement va être un petit peu plus conséquent parce qu'on peut utiliser des choses existantes, mais il y a du travail d'adaptation et de négociation à mettre en place. Et puis là, le troisième, il faut se rendre compte qu'on va se lancer dans une aventure un petit peu plus longue. Les bénéfices et le ROI potentiel sont également plus élevés, mais il est aussi plus risqué. La seconde décision, c'est bien évidemment de maîtriser les risques. Donc, comme vous le savez, les risques cyber ne sont pas nouveaux. Ils existaient bien avant l'essor de l'IA générative. Nous étions déjà tous confrontés en fait à ces nouvelles menaces comme le phishing par exemple, où on pouvait recevoir des mails malveillants dans notre boîte mail, et lorsqu'on cliquait sur un lien, on pouvait en fait être piraté par des personnes qui étaient mal intentionnées. Il y avait donc forcément dans ces piratages du vol de données ou de la suppression malveillante d'informations. Aujourd'hui, ce qui change avec l'IA générative, c'est l'apparition d'un nouveau risque, et ce risque, il est à la fois interne et externe. Je m'explique.
Pourquoi on parle d'un nouveau risque interne? C'est lorsqu'en fait on partage involontairement, lorsqu'un collaborateur va utiliser une solution d'IA générative grand public et qui va donner, il va partager, on va dire, des données sensibles dans une application d'IA. Donc concrètement, un collaborateur, il peut copier-coller des informations, par exemple d'un document, un devis commercial ou autre, pour le traduire dans une autre langue. Et en fait, lorsqu'il va utiliser cet outil gratuit en ligne, il va partager en fait les données de ce document lorsqu'il va les fournir à la solution. Ce qui fait qu'on réalise en fait une fuite des données internes vers l'externe, et ça expose l'entreprise à des risques concernant la fuite de données, la sensibilité, mais aussi des risques de conformité et de confidentialité. C'est pourquoi il est essentiel aujourd'hui de maîtriser ces risques avant de généraliser l'usage de l'IA et donc de leur partager les bonnes pratiques. Et donc c'est pour ça que je mettais en valeur le sujet de la fuite des données par un collaborateur qui peut être négligent ou qui n'a pas été formé sur ces pratiques. Le troisième point, qui est tout aussi important, est la conduite du changement. Comme je le note, la décision pour la direction, c'est de traiter l'adoption de l'IA comme un projet humain avant tout, et pas juste comme un déploiement informatique. C'est pas juste une solution, c'est pas parce qu'on va déployer un nouvel outil que cet outil sera adopté par les collaborateurs. L'adoption de l'intelligence artificielle, elle doit être incarnée avant tout par une équipe dirigeante. Il faut expliquer, comme précédemment mentionné Simon, le pourquoi aux employés. Pourquoi on décide de mettre ces nouvelles solutions dans la main des collaborateurs? Quels sont les objectifs? Est-ce que c'est des objectifs financiers, de performance, d'expérience employée, pour être plus compétitif, plus innovant, etc. Plus la communication elle sera claire, plus les collaborateurs auront conscience en fait du pourquoi on a ces nouveaux outils, et également chercher en fait à les impliquer le plus tôt possible dans cette décision, en leur fournissant un outil qu'ils souhaitent posséder, qui va leur enlever des irritants du quotidien. Il faut également donc fournir ces clés intelligemment aux collaborateurs, en leur expliquant qu'il ne fallait pas non plus qu'ils s'attendent à des miracles du jour au lendemain avec ces nouveaux usages, et qu'il ne faut pas en avoir peur également. Si cette conduite du changement, elle est bien menée, eh bien sûr, les collaborateurs seront les premiers supporters en fait de cette solution. Ce seront les premiers à partager les bonnes pratiques, les cas d'usage aux autres collaborateurs qui n'utilisent pas forcément cette solution. Et comme je le mets dans un cas contraire, un rejet ou une non-utilisation de cette adoption de cet outil pourrait échouer, et donc le potentiel de transformation serait réduit, et donc l'investissement également. Une des erreurs, c'est de croire qu'une fois l'outil déployé, donc les gens vont s'en servir naturellement. Eh bien non, il faut donc une formation, une impulsion continue, un engagement qui soit permanent, parce que si on ne travaille pas dans ce sens et qu'on ne cherche pas en fait à former continuellement les collaborateurs sur ces nouvelles solutions, l'engagement il peut vite retomber, et donc on peut retomber dans des travers où l'outil est sous-utilisé. Il faut donc chercher à entretenir la dynamique, et c'est pour ça qu'on a besoin en fait d'avoir une équipe dirigeante qui sponsorise l'adoption de ce nouveau outil. En d'autres termes, tout le monde doit monter dans le train, que ce soit la direction, les équipes, les collaborateurs, et cette aventure, elle est collective. Pour mener à bien donc ces nouveaux sujets, il faut donc fournir du temps aux collaborateurs pour qu'ils puissent apprendre à utiliser l'outil, et une fois qu'il aura compris à utiliser l'outil, il est important à la direction, aux équipes, de capitaliser sur les cas d'usage qui ont un impact pour l'entreprise. On va également vous partager, donc comme je vous l'ai expliqué, un retour d'expérience d'un des clients qu'on a accompagné. Donc pour vous donner un petit peu plus de contexte, en juin dernier, donc un dirigeant nous a contacté pour nous expliquer qu'il avait en fait des licences non déployées ChatGPT au sein de son entreprise. Il se rend compte que certains de ses collaborateurs les utilisent pour un contexte professionnel,
Et il se questionne sur la confidentialité des données et il craint que certaines données, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, fuitent suite à l'usage de cette licence ChatGPT gratuite. Donc, il nous a contactés pour essayer donc de travailler avec cette entreprise pour l'accompagner sur le choix d'une solution qui correspondrait à leurs usages et qu'on pourrait ensuite harmoniser au sein de l'entreprise. Je pense à réactiver le micro. Merci Mathis. Et donc, au terme de l'accompagnement, pour ce client-là, mais c'est des points aussi qu'on retrouve chez d'autres clients. Voilà l'idée, enfin en tout cas l'objectif a été de structurer finalement la démarche pour répondre aux attentes de ce client en proposant par exemple ce type de livrable et les aider à identifier les cas d'usage, c'est-à-dire comment on va pouvoir concrètement transformer une offre de technologie, des produits également qui sont disponibles aujourd'hui par rapport à des problématiques du quotidien. Donc, par exemple, sur le marketing, aider les personnes concernées en alignement aussi bien évidemment avec les priorités de l'organisation à générer plus de prospects, à avoir un marketing qui soit tout simplement plus efficace à moyen contenu. Donc là, très clairement, hein, les LLM sur la partie génération de contenu, génération d'images sont particulièrement redoutables. Également sur la partie commerce, donc comment on parvient à aider les équipes commerciales à maintenir une relation personnalisée tout en ayant un portefeuille de clients qui s'élargit. Donc ça, c'est une des grandes ambitions du commerce. Et là aussi, on va trouver l'IA à certains endroits, sur certaines fonctionnalités spécifiques pour permettre cela. Troisième niveau qu'on retrouve régulièrement chez les clients qui nous demandent ce type d'accompagnement, ça va être aussi l'analyse de la donnée. Alors, ça peut être un vaste sujet qu'on va pas ouvrir là, mais en tout cas sur la partie analyse de données, on voit aussi comment les systèmes d'IA générative peuvent permettre aux équipes, aux individus, pas forcément experts dans la manipulation de données, mais à qui on demande d'exploiter ces données, de gagner du temps et également pour finalement interpréter des jeux de données. Et puis, dernier point, qui est de la partie support client. Ça aussi, c'est un champ qui est quand même assez normalisé dans les organisations aujourd'hui. Comment on va utiliser des IA génératives pour simplifier la communication entre les services et permettre aux services clients d'apporter des réponses plus efficaces aux clients qui peuvent apporter des problèmes. Donc tout ce travail-là de traduction finalement entre une offre technologique pléthorique, dynamique et des réalités du quotidien pour les personnes concernées, c'est pas inné, c'est pas simple non plus. Et donc espérer que finalement un collaborateur va réussir tout seul à dompter un nouvel outil pour atteindre en fait ses objectifs professionnels, c'est une gageure. Donc nous, bien évidemment, là, c'est des missions sur lesquelles on est sollicité pour mettre ça en place et pour accompagner les équipes dans cette appropriation. J'enchaîne sur la suivante, Mathis, c'est toi, je sais plus. Oui, c'était moi, mais tu peux enchaîner comme tu veux. Non, vas-y. On voulait également vous partager un retour d'expérience des utilisateurs, donc avant, après notre accompagnement. Donc on avait des utilisateurs qui utilisaient des licences ChatGPT et ce qui était notamment identifié pour un profil commercial par exemple, c'est que avant cette personne n'utilisait pas des solutions d'IA, qu'au quotidien elle pouvait passer plus de 2 heures sur un traitement par exemple d'un devis, d'un cahier des charges de client, et que après avoir déployé des solutions d'IA générative, cette même personne expliquait qu'elle pouvait gagner par jour, plus de 30 minutes, sur le traitement de ses réunions, de ses lectures de cahiers des charges, d'envoi de devis, etc. Il y avait un autre collaborateur, lui, qui utilisait déjà, par exemple, ChatGPT au quotidien pour créer du contenu, notamment marketing et pour les réseaux sociaux. Et il reprochait que certaines solutions d'IA n'avaient pas autant de réponses personnalisées, flexibles que ChatGPT. Et donc, pour cette entreprise-là,
on est parti donc sur le choix d'une solution qui s'appelle M365 Copilot, qui est donc la solution d'IA générative de Microsoft. Et il expliquait que il avait des doutes vis-à-vis donc du déplacement de cette solution. Et après la formation sur cette solution, il s'est rendu compte que l'IA de Microsoft, donc Copilot, était tout aussi créatif que ChatGPT. Enfin, le dernier verbatim, donc le dernier retour d'expérience des utilisateurs, c'était une personne à qui on avait attribué une licence et qui ne l'utilisait pas spontanément. Elle ne voyait pas quels étaient les cas d'usage à valeur ajoutée en fait de sa licence. Et donc après formation, elle a découvert en fait où pouvaient être les irritants et où est-ce que pouvait en fait intervenir la solution, donc ici M365 Copilot, pour l'aider au quotidien. Et donc après cet accompagnement, on va dire individuel, elle a compris quand est-ce qu'elle devait utiliser cette solution et pourquoi. On souhaitait du coup rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie démonstration et ça tombe bien, on l'a évoqué juste avant et je vais laisser juste Simon avant de vous partager donc la démonstration d'un outil d'IA générative. Je vais laisser Simon prendre la parole pour expliquer un petit peu plus Dimood, donc le groupe, et Isatech. Ouais, merci Mathis. Donc en effet, on va juste prendre quelques diapos pour vous expliquer qui on est, ce qu'on fait. Ça va vous permettre de contextualiser aussi le retour d'expérience là et la démo qu'on va faire. Hop, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi. On va se garder un temps pour y répondre juste après, parce que merci pour les retours. Donc juste Dimood, donc nous on est un groupe européen qui fait aussi bien de l'intégration de solutions SaaS que de l'édition, et donc on travaille principalement pour les entreprises. Donc on a à peu près 300 collaborateurs aujourd'hui, on est présent sur 3 pays. Et donc, au sein de ce groupe, il y a une partie intégration, mise en place de solutions de gestion, et une partie édition. Donc là, aujourd'hui, on est plus sur la mise en place des solutions que vraiment la partie édition. Et donc, au sein de ce groupe, c'est l'entreprise Isatech qui assure ces missions. Donc Isatech existe depuis 40 ans. On est présent principalement sur le grand ouest de la France, mais on a nos clients un petit peu partout en France et en Europe. Point clé, c'est qu'on est partenaire Microsoft. Donc, ça explique pourquoi la démo qu'on va vous faire après, c'est sur les IA de Microsoft. Vous avez peut-être entendu parler de Copilot. Et juste pour terminer, presque terminé. Voilà nos domaines d'expertise technologique. Notre cœur de compétences, c'est vraiment autour de l'ERP. Donc l'ERP sont les logiciels de gestion intégrés qui permettent dans les organisations de gérer plein de choses, de la compta, du stock, de la production, bref, tout un tas de choses. Et puis autour de cette compétence clé, on a aussi un ensemble de services sur la gestion de la relation client, le traitement de la data et bien évidemment aussi l'intelligence artificielle, et puis tout ce qui va être collaboration et cybersécurité. Bon, la philosophie d'Isatech, c'est vraiment d'être un partenaire pour gérer vos projets de bout en bout avec beaucoup de compétences complémentaires, majoritairement quand même dans des environnements Microsoft. Et juste pour terminer, donc ça fait 25 ans maintenant qu'on travaille avec Microsoft. Et donc, on est reconnu par cet éditeur comme spécialiste sur tout ce qu'on va appeler business applications, donc les applications métiers, ERP, CRM, solutions sur mesure. Toute la partie collaborative, donc les outils de messagerie, Teams, gestion des réunions, l'hébergement de données, SharePoint, tout ce genre de choses. La partie cybersécurité. Et puis, le petit nouveau, je pensais qu'il y avait l'animation, qui est là depuis le mois de juin, le fait qu'on est reconnu également par Microsoft comme un partenaire sur tous les sujets. Donc Copilot, c'est la marque intelligence artificielle générative, on va dire, au sein des solutions Microsoft. Bon, c'était le petit moment placement de produit et auto-promo. Je repasse la main à Mathis qui va détailler un peu plus dans le détail ce qu'on retrouve donc dans cette solution d'IA générative pour les entreprises qui est Microsoft 365 Copilot.
Merci Simon. Oui, comme j'ai pu l'expliquer précédemment, on a accompagné l'entreprise de Maxime, donc celle qu'on a utilisée comme dans le retour d'expérience, et elle souhaitait donc intégrer des solutions de Microsoft parce que son écosystème était Microsoft, et donc on est parti sur la solution M365 Copilot. Donc M365 Copilot, c'est la solution d'IA générative embarquée dans vos outils du quotidien Microsoft. Donc, qu'est-ce que ça inclut cette licence? Et je laisserai Simon changer de slide. Super, merci. Donc, Copilot, la licence M365 Copilot, elle inclut le modèle algorithmique. Donc, c'est le modèle qui va interagir lorsque vous lui posez une question et qui va vous répondre. Donc, c'est ce qu'on appelle Copilot Chat. Aujourd'hui, la licence, elle inclut les modèles GPT. Donc, désolé pour le verbatim technique, mais c'est important de le préciser. Les modèles GPT, c'est les mêmes qu'on va retrouver sur ChatGPT. Concrètement, c'est ceux qui ont été créés par OpenAI, l'entreprise qui propose le modèle de service ChatGPT et les modèles algorithmiques GPT. Depuis peu, Microsoft est aussi en partenariat maintenant avec Anthropic, qui est une entreprise qui fournit également des modèles algorithmiques comme Claude, pour ceux qui connaissent. Donc la stratégie aujourd'hui de Microsoft, c'est de proposer des modèles, plusieurs modèles prochainement dans les outils embarqués Microsoft. Donc on a dans cette licence le modèle de service, le GPT, le chat GPT de Microsoft, donc Copilot Chat. On a également donc ce Copilot Chat présent, embarqué dans les licences et dans les applications Microsoft. Donc on va retrouver Copilot dans du Teams, dans du Outlook, dans du Word, dans du Excel, etc. On retrouve également une brique pour créer des agents. Donc, c'est quoi un agent? Un agent, ou autrement appelé un assistant virtuel, un chatbot, si vous préférez, c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous allez pouvoir interagir pour poser des questions, pour répondre à certains sujets sur des sources de connaissances que vous aurez identifiées au préalable. Exemple, vous avez une base documentaire support, eh bien, vous pourriez en fait créer un agent. Cet agent, il serait connecté à cette base documentaire, et donc lorsqu'un utilisateur poserait une question à l'agent, il va en fait interagir avec la base de connaissances pour répondre correctement à la question du collaborateur qui traite du sujet du support, par exemple. Et également avec cette licence, vous avez accès en fait à différentes tableaux, mesures concernant l'adoption et l'usage de ces licences. Donc voilà tout ce qu'on va retrouver dans cette licence M365 Copilot. Pour les utilisateurs d'un écosystème Microsoft qui nous écoutent, sur certaines licences éligibles, ça va être par exemple des licences entreprise ou business, vous pouvez dès à présent utiliser Copilot Chat de manière gratuite. Donc quand j'entends gratuite, c'est déjà inclus dans vos licences. Donc ça peut être déjà un premier test avant d'aller vers M365 Copilot pour vous, c'est d'essayer justement Copilot Chat dans vos outils pour justement interagir avec cette intelligence artificielle. Là, je vous présente une petite démonstration, un petit cas d'usage de ce qu'on peut faire avec Copilot Chat. Donc là, ça va être faire la licence M365 Copilot, ça va être Copilot présent dans Teams. En fait, avec la licence, vous pouvez, par exemple, dès lors que vous enregistrez une réunion, et bien en fait, vous pouvez avoir un transcript de cette réunion qui va être automatique. Il va être généré automatiquement à la fin de chaque réunion. Ce qui est très intéressant, et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est que vous pouvez voir qui a participé, quel était le temps de parole des participants, quels ont été les topics, les rubriques, quels ont été les sujets abordés lors de cette réunion. On peut voir également sur le volet de droite les mentions, lorsque vous avez été mentionné dans cette réunion. Par exemple, on vous a évoqué sur un sujet important, et bien en fait, vous pouvez retourner sur ce récapitulatif, cliquer sur la mention, et ça vous ramène au moment précis de la vidéo, au moment où on vous a mentionné. On a actuellement accès donc, au résumé qui est très intéressant des notes de la réunion. Il y a également un tableau qui va être généré à la fin pour savoir qui doit faire quoi à la fin. Donc ça permet de récapituler les actions et les décisions clés lors de cette réunion. Et le plus important à retenir dans le Copilot Chat présent, Copilot dans Teams, ça va être le fait de pouvoir requêter justement sur cette réunion. C'est très important, cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce qu'on gagne beaucoup de temps, notamment lorsqu'on ne se souvient plus lorsqu'on a traité d'un sujet et qu'on souhaite justement s'en rappeler
ou traiter d'une des décisions qui a été prise lors de cette réunion, et ben en fait, on peut demander à Copilot de nous résumer la réunion. Il va aller se brancher sur ce transcript généré automatiquement pour pouvoir itérer sur le sujet que vous souhaitez traiter avec lui. Et donc ça, c'est un des cas d'usage. Il y en a une multitude avec la licence M365 Copilot, mais qui est présent. C'est le gros point fort de la licence, c'est que c'est vraiment interconnecté avec vos différents outils dans votre écosystème Microsoft. Et je laisserai Simon rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, merci Mathis. En effet, cette fonctionnalité dans Teams, alors peut-être que vous l'avez déjà, certains d'entre vous l'ont déjà testé, mais on parlait tout à l'heure d'un des enjeux pour les équipes commerciales. Très clairement, ça c'est un peu la fonction qui fait rêver beaucoup de commerciaux, beaucoup de vendeurs, parce qu'elle permet en quelques minutes d'envoyer un compte-rendu exhaustif d'un échange long. Donc en termes de professionnalisme, ça vous montre qu'aussitôt que la réunion est terminée, vous avez un compte-rendu opérationnel qui est directement sur place. Donc ça, plus un temps de traitement d'un échange long qui peut être aussi économisé par une équipe, par un commercial. Et ça, c'est des fonctions à chaque fois sur lesquelles on a des retours quand même assez dithyrambiques et c'est très, très séducteur. Donc là, on avait un exemple de la fonctionnalité Copilot dans une application. Donc là, on l'a sur Teams, mais on va le retrouver dans les autres applications, Word, Excel, ainsi de suite. Donc toutes les applications habituelles, je dirais, de l'environnement Microsoft et des outils de production individuels. Un des éléments forts aussi apportés par Copilot, c'est la capacité justement de venir requêter en parallèle ces différents environnements. Donc Mathis disait tout à l'heure, je sais que j'ai tel rendez-vous avec tel client là dans 5 minutes. Il se trouve qu'on a eu des conversations Teams qui m'ont envoyé des documents. J'ai archivé des documents dans SharePoint, que j'ai aussi tout un tas d'informations dans Outlook. J'ai 5 minutes pour préparer mon rendez-vous parce que je n'ai pas bien anticipé. Je pose simplement la question à l'application Copilot et Copilot, lui, va aller chercher dans mes documents, dans Word, dans mes historiques de mails, voire dans mes réunions, pour me dire quels sont les éléments importants et me faire un petit topo en quelques secondes. Là où il aurait fallu que je vienne jongler dans mes différents systèmes. J'ai oublié de le préciser. Juste, je le précise, bien évidemment, on parle de données contextualisées professionnelles. La licence, en fait, s'engage à respecter la conformité européenne RGPD et les EU Data Boundary. Donc, ça respecte en fait toute la sécurisation et la conformité européenne en ce qui concerne l'utilisation des données. Donc, concrètement, toutes vos données qui sont présentes dans votre écosystème restent dans votre écosystème. Le modèle ne va pas s'entraîner sur vos données. Oui, et puis si on revient là sur l'exemple que je prenais tout à l'heure, bien évidemment aussi, le Copilot que j'utilise ne va traiter que les données auxquelles j'ai déjà accès. Il ne va pas me permettre d'aller poser des questions sur la boîte mail de Mathis ou la boîte mail de mon responsable ou d'autres personnes dans l'organisation. Il s'appuie uniquement sur les données auxquelles j'ai déjà accès parce qu'on est dans un environnement Microsoft, donc c'est la force de l'environnement Microsoft, où on va appliquer des règles de sécurité, des règles de propriété, des règles d'accès aux documents. Et donc là, on s'appuie sur des règles déjà existantes. On n'a pas besoin de venir reparamétrer des rôles spécifiques, des rôles d'accès spécifiques pour Copilot. Donc ça, c'est l'élément en fait de facilité qui séduit pas mal de nos clients, une majorité de nos clients sur leurs besoins. Juste, j'avance parce qu'il nous reste 3 minutes pour terminer. Donc voilà pour un peu une overview une très rapide introduction de ce que permet de faire Copilot. Si maintenant vous souhaitez aller plus loin, Mathis, je te laisse celle-ci, oui. Je prendrai la suivante. Aujourd'hui, donc Isatech, on est en capacité de répondre et de vous accompagner sur divers sujets, ce qui concerne l'IA et la data. Pourquoi on inclut la data? Eh bien évidemment, si on parle d'IA, on va forcément parler donc de data, de données, et c'est très important en fait de construire des données qui sont solides pour pouvoir utiliser qualitativement une intelligence artificielle.
Donc, les prestations proposées par Isatech, c'est bien évidemment du conseil et de l'audit. On va également être en capacité donc, de former et accompagner des utilisateurs sur le déploiement de licences et de solutions d'IA générative. Et enfin, on peut également intégrer et développer pour vous des agents spécifiques dans votre contexte professionnel. Et donc, pour commencer, pour bien démarrer, on a construit en fait là, 3 offres parce que, enfin c'est 3 offres là parce qu'en fait c'est des demandes qu'on avait de façon récurrente là depuis 1 an et demi. Premier élément, première offre qu'on propose, hein, c'est des offres packagées clés en main. C'est des ateliers découvertes. Alors dans les réponses au sondage, voilà, vous mettez que la majorité d'entre vous sont plutôt en phase d'expérimentation. Donc, pour aller vers justement une montée en puissance, une industrialisation et puis surtout aller vers de la rentabilité, nous, ce qu'on propose, c'est déjà de faire des ateliers découvertes au sein des CODIR COMEX. On voit souvent que les initiatives IA sont portées par quelques individus, quelques organisations. Il est important en fait que ce soit aussi collectif au niveau de l'ensemble des directions de l'entreprise. Donc pour ça, nous on propose des ateliers collaboratifs qui permettent de construire de façon collaborative des roadmaps stratégiques sur ce sujet et d'identifier aussi les chantiers prioritaires, mettre tout le monde d'accord sur quelle est la priorité et pourquoi les budgets vont pour telle personne ou pour tel service et pas pour les autres. Travailler aussi sur la partie acculturation. Donc ça, c'est des formats voilà, sur des demi-journées. On propose aussi des audits autour de l'IA générative où là, on va rentrer davantage dans les cas d'usage et commencer à se projeter sur la mise en place du scénario, les tests, les budgets, vraiment rentrer dans le comment et construire là aussi une feuille de route détaillée, un plan d'action pour mettre en action ces cas d'usage, les mettre en réalisation. Et puis, dernière prestation là qu'on propose vraiment autour de Copilot, de M365 Copilot, pour des sociétés qui n'auraient pas encore activé des licences ou qui, au contraire, sont en train d'activer des licences ou même qui auraient déjà activé des licences, mais comme on le voit parfois, auraient compté sur l'autonomie et l'intelligence de leurs utilisateurs pour se les approprier. En fait, nous, on propose un petit plus, un suivi avec surtout un coaching individualisé sur 6 semaines, c'est-à-dire que on va prendre toutes les semaines 30 minutes pour confronter en fait les problématiques et vraiment assister. On fait ensemble, on nous dit, vous nous partagez vos problématiques et on voit ensemble comment on peut les résoudre. Parfois, on ne peut pas les résoudre aussi, tout simplement. Parfois, ce n'est pas des sujets adaptés pour l'IA générative. Donc ça, voilà, c'est les 3 offres packagées qu'on propose. Et à nouveau encore, merci pour vos questions. Et juste pour terminer, parce que là, on dépasse, comme il y a pas mal de questions, on vous propose, et Carole va vous mettre dans la discussion le lien, de Office Hour. Donc, si vous avez, comme il y avait pas mal de questions, on n'a pas pu répondre à Jean-Christophe, par exemple, sur les certifs, on vous propose là 2 créneaux de 30 minutes qui seront uniquement pour les personnes présentes dans ce webinaire, donc jeudi et vendredi. Et écoutez, venez, ça va être un lien Teams et on est là pour répondre aux questions et aller plus loin s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on aille plus loin. On s'arrête là parce qu'on a dépassé. Merci beaucoup pour votre participation, les sondages, les questions. Et puis, on vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi. Vous pouvez même faire les deux si vous voulez. Nombreux et avec plein de questions. Et on se fera une joie avec Simon d'y répondre. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. Au revoir.